Et actuellement, les armes détenues par le Mali sont en train de beaucoup inquiéter le gouvernement en Côte d'Ivoire. Je vous explique l'affaire, mais commençons par ça. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens. Mais ceux de cette fois-ci sont de véritables bêtes de combat. Leur capacité et puissance de feu dépassent souvent l'entendement. C'est un drone à la différence du TB2 qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km. Et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Les tensions avec la CEDEAO continuent de croître. Division au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut accorder un délai supplémentaire aux États du Sahel? Le retrait de l'AES fragilise davantage l'unité de la CEDEAO et pourrait entraîner la dislocation de l'organisation avec la redistribution des cartes dans la région. Pour moi, ce serait une magnifique chose. Parce qu'on connaît tous que la CEDEAO n'œuvre pas vraiment pour les intérêts de la CEDEAO, avec des participants français à toutes leurs réunions. Malgré les manœuvres de déstabilisation orchestrées, organisées par les forces néocoloniales avec lesquelles Abidjan collabore étroitement pour servir les intérêts de ses partenaires occidentaux, les pays de l'AES restent malgré tout déterminés à promouvoir des idéaux panafricains et un nouvel ordre mondial ou alors un nouvel équilibre global. Les tensions avec la CEDEAO continuent de croître. Regardez la division au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut accorder un délai supplémentaire aux États du Sahel? La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se trouvait face à un dilemme majeur. Le retrait officiel du Burkina Faso, du Mali et du Niger, membres fondateur de l'Alliance des États du Sahel, prévu pour le 24 janvier 2025, suscite des divergences de vues au sein de l'organisation régionale. Selon plusieurs sources, deux tendances se dessinent au sein de la CEDEAO. D'une part, un groupe de pays membres plaide pour un simple constat de ce retrait, considérant que la décision des trois pays était clairement exprimée, et c'est vrai, c'est clairement exprimé donc. Il y a d'une part des pays qui disent que voilà, laissons-les faire ce qu'ils veulent, on continue nos relations, et qu'ils ont toutes leurs raisons, qu'ils ont clairement expliquées. Et d'autre part, un groupe d'États membres qui souhaitent obtenir un délai supplémentaire afin d'explorer d'autres pistes de dialogue et de négociation. Donc voilà, laissez-nous encore le temps, voir si on peut encore un peu agir sur vous et voir si vous ne pouvez pas revenir. Alors qu'ils ont clairement dit qu'ils ne veulent pas revenir et que cette décision était irrévocable. Ils l'ont dit à chaque fois qu'on leur a posé la question. Et quand on leur a même demandé de commenter les choses de la CEDEAO, ils ont expliqué qu'ils ne peuvent pas faire de commentaires sur une organisation dont ils n'appartiennent pas, tout simplement. Ils l'ont expliqué. Cette divergence reflète les enjeux complexes liés à cette séparation. D'un côté, certains États de la CEDEAO craignent les conséquences de ce retrait sur la stabilité régionale et souhaitent maintenir un dialogue ouvert avec ces pays de l'AES. De l'autre côté, d'autres États estiment que le respect de la souveraineté des États membres impose d'accepter leurs décisions tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus parler, communiquer, commercer, non. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que vos décisions n'auront plus d'impact direct sur l'AES. C'est aussi simple que ça. Les implications de cette décision sont multiples. Sur le plan politique, le retrait de l'AES fragilise davantage l'unité de la CEDEAO et pourrait entraîner la dislocation de l'organisation avec la redistribution des cartes dans la région. Pour moi, ce serait une magnifique chose. Parce qu'on connaît tous que la CEDEAO n'œuvre pas vraiment pour les intérêts de la CEDEAO. Étant donné que la CEDEAO n'est pas financée, n'est pas dirigée, n'est pas contrôlée par les membres de la CEDEAO, mais par des gens extérieurs à ça, avec des participants français à toutes leurs réunions. Qui se rassure que voilà, tout ce que la France a donné comme ordre, tout ce que l'Occident a donné comme ordre, a donné comme canevas est abordé durant la réunion. Donc que la CEDEAO soit disloquée, c'est même parfait. Que ce soit l'AES qui représente la nouvelle force politique de la région, c'est parfait. Et comme Kémy Séba disait, on pourra avoir un AES+, et ce sera toujours parfait. Avant que l'on ne continue, le responsable Mboa, c'est le jeu vidéo que vous devez télécharger. Le responsable Mboa montre nos réalités de façon comique, en vous faisant rire et passer un bon moment devant vos écrans. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? En gros, vous êtes embauché au ministère pour régler les affaires très sérieuses du pays. Mais les tentations ne vous laissent pas. Déjà, il y a les camps au bureau. Et après ça, il y a plein de pression. Vous aurez le choix de rester honnête ou d'être un corrompu. Par exemple, comment est-ce que vous allez gérer vos collègues de travail qui ne travaillent pas mais touchent bien plus d'argent que vous? Ou encore, comment est-ce que vous allez gérer les pressions familiales? Tout le monde veut ton argent, tout le monde a besoin d'aide. Tu dois payer l'école de tout le monde et j'en passe. Comme j'ai dit, une parodie sociale africaine dans toute sa migraine. Le jeu a déjà fait plus de 60 000 téléchargements et est noté 5 étoiles. Donc prenez-le et on va voir comment vous aussi vous allez gérer les choses à la place des gens dans nos bureaux. Le responsable Mboa est disponible sur Android et iOS. Je vous laisse les liens en description.
Donc, avec cette affaire, vous comprenez qu'il y a une augmentation des tensions. Et actuellement, les armes détenues par le Mali sont en train de beaucoup inquiéter le gouvernement en Côte d'Ivoire. Je vous explique l'affaire, mais commençons par ça. Le Mali renforce son arsenal aérien. La Kinsi turque entre en service. Les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, ont réceptionné le 26 novembre de nouveaux vecteurs aériens financés par le budget national. Parmi les équipements figurent notamment le drone de combat turc Akinci, un engin militaire de dernière génération. Doté de caractéristiques techniques impressionnantes, Akinci est capable d'opérer à haute altitude et sur de longues distances. Sa capacité de transport lui permet d'emporter une charge utile importante, comprenant des bombes de précision. De plus, ces équipements optroniques lui assurent une surveillance efficace, de jour comme de nuit. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali depuis plusieurs années déjà. Les nouveaux drones permettront aux FAMA d'améliorer leur capacité de surveillance, de reconnaître et d'intervenir dans les zones difficiles d'accès. D'autres acquisitions stratégiques seraient envisagées dans les prochains mois, afin de doter les FAMA des moyens nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité du pays. Et il y a un documentaire qui accompagne le poste. Et justement, la flotte de l'armée de l'air s'agrandit. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers le ministre de la Défense et des anciens combattants, met à la disposition des FAMA de nouveaux vecteurs aériens plus performants, des équipements qui vont permettre à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme, nous dit Abdoulaye Sako, qui a suivi la cérémonie de remise. Loin des regards, dans la plus grande discrétion, les chefs militaires se retrouvent. Ça échange et au bout de quelques heures, on note la satisfaction. Car l'un des plus grands projets militaires, longtemps réfléchi, mûri, voit enfin jour. L'armée malienne se dote encore de nouveaux vecteurs aériens. Mais ceux de cette fois-ci sont de véritables bêtes de combat. Leur capacité et puissance de feu dépassent souvent l'entendement. Le drone Akinci, c'est un drone de l'entreprise turque Baykar, la même qui conçoit les TB2. C'est un drone, à la différence du TB2, qui a deux moteurs turbopropulseurs, ce qui lui permet d'aller à une altitude supérieure à 11 km et ça lui permet d'aller à des vitesses aussi grandes que 400 km/h. Nous avons une autonomie selon la configuration qui peut aller jusqu'à 24 heures. L'appareil, il est capable de transporter des bombes avec un poids total de 1500 kg. Nous avons des bombes de précision qui permettent de tirer avec de très grande précision. Il est équipé d'équipements de vision qu'on appelle les boules optroniques qui permettent de voir de jour comme de nuit. Ça peut couvrir tout le territoire national. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, l'armée malienne s'est totalement métamorphosée. Des équipements de pointe sont régulièrement mis à sa disposition. Ces actions sont l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Grâce à l'écoute permanente du peuple malien, les plus hautes autorités du Mali ont placé le retour de la sécurité au sommet des priorités de l'État. C'est pourquoi Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a impulsé une nouvelle dynamique de transformation et de montée en puissance des forces armées maliennes. Grâce aux nombreuses acquisitions, tous sophistiqués, les uns plus que les autres, l'armée malienne a franchi des paliers inattendus, consolidant ainsi sa place dans le groupe des armées modernes. Aujourd'hui, avec ces nouveaux appareils acquis sur le budget national, nous franchissons un nouveau cap, toujours plus déterminé à ramener la paix dans notre pays. Nous œuvrons à étendre le maillage territorial et à trouver et neutraliser d'éventuelles menaces à n'importe quel point du territoire national.
Je félicite le chef d'état-major général des armées pour l'engagement et l'esprit de sacrifice que les femmes montrent au quotidien. J'encourage les équipages et le personnel exploitant de ces appareils à en faire bon usage et à les maintenir dans les meilleures conditions et de donner au peuple malien les résultats qu'il attend de ces appareils. Fin 2024 annonce de belles perspectives pour les forces armées maliennes, car de nouvelles acquisitions seront bientôt présentées au grand public. Mises à jour, modernisées, les FAMA seront encore plus efficaces au sol, dans les profondeurs des eaux et dans les airs. Excellente acquisition. Maintenant, vous allez me demander, mais de quoi est-ce que je parlais tout à l'heure? Les derniers régimes africains, encore alignés sur l'Occident, s'inquiètent de l'évolution des rapports de force, que ce soit au niveau régional, continental ou encore mondial. Cette inquiétude découle notamment de la perte progressive de la domination du camp unipolaire, un phénomène qui affecte non seulement les puissances anglo-américaines, mais également leurs subordonnés, tous leurs subordonnés. Intégralement. Maintenant, particulièrement par rapport à cette affaire de drone turc, qu'est-ce qui se passe? En Côte d'Ivoire, le gouvernement d'Alassane Ouattara semble particulièrement préoccupé par l'essor des partisans d'un ordre international multipolaire, notamment au sein des États membres de l'Alliance des États du Sahel. Malgré les manœuvres de déstabilisation orchestrées, organisées par les forces néocoloniales avec lesquelles Abidjan collabore étroitement pour servir les intérêts de ses partenaires occidentaux, les pays de l'AES restent malgré tout déterminés à promouvoir des idées panafricain et un nouvel ordre mondial ou alors un nouvel équilibre global. C'est donc pour ça que récemment, il y a quelques jours là, les médias occidentaux ont rapporté que Téné Birahima Ouattara, le ministre ivoirien de la Défense, avait participé en fin octobre 2024 au salon Saha Expo 2024 en Turquie, officiellement pour pouvoir explorer de nouvelles opportunités de coopération militaire. En marge donc de cet événement, il a rencontré son homologue turc, Yassa Couleur, pour pouvoir discuter des préoccupations liées à la fourniture des équipements turcs à l'AES, les équipements que l'on vient de voir comme le drone là. Dans cette mouvance donc, le ministre ivoirien aurait exprimé ses craintes quant à la possibilité que ces matériels de pointe, comme les drones, puissent être détournés par les groupes terroristes, menaçant donc la sécurité de l'intégralité de la région. Oui, il a osé, mais cependant, on le sait, ses préoccupations ne semblent absolument pas être réellement motivées par des raisons qu'il a avancées. C'est pas motivé par le fait que les terreaux pourraient voler ça et détourner l'utilisation. Pas du tout. De toute façon, on sait qui arme ces terreaux. Donc c'est vraiment pas ça le point. Ce qui effraie particulièrement le régime Ouattara, qui est l'un des derniers bastions pro-Occident de l'Afrique, c'est la transformation complète du paysage stratégique qui est de plus en plus favorable aux pays de l'AES, notamment lié ici à la Russie. À l'échelle locale comme à l'échelle globale, cette dynamique va à l'encontre des intérêts des puissances unipolaires et de leurs relais, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Le recours à des drones turcs par l'AES accentue les tensions à Abidjan, d'autant plus que la présence militaire américaine et française en Côte d'Ivoire n'inverse absolument pas la tendance actuelle. Vraiment, vraiment pas. Cette situation met en lumière les véritables acteurs de la lutte contre le terrorisme au Sahel et révèle en parallèle forcément ceux qui soutiennent indirectement ou directement ces groupes armés. Là, on peut lire, au cours de ces derniers mois, le gouvernement ivoirien a fait le choix de diversifier ses partenaires en matière de coopération militaire. Fin octobre, Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Défense, s'est ainsi rendu en Turquie afin d'assister à la 4e édition du Salon de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale, appelé Saha Expo 2024. À marge de ce rendez-vous, il s'est entretenu avec son homologue, avec qui il a évoqué ses inquiétudes partagées par de nombreux gouvernements ouest-africains, parce qu'ils ne sont pas seuls. Ces derniers se préoccupent de la livraison de certains matériels militaires aux pays de l'Alliance des États du Sahel. Ces équipements de dernière technologie tombent parfois, d'après ce qu'il dit, entre les mains des groupes djihadistes pendant les combats, faisant planer des risques sécuritaires sur l'ensemble de la région. Les deux hommes ont par ailleurs conclu une convention de partenariat pour la formation des forces de défense ivoiriennes par l'armée turque. La France, alliée historique, continue de collaborer intensivement avec les Ivoiriens et multiplie les exercices militaires, navals, terrestres et aériens. Elle a d'ailleurs doté le pays, donc la Côte d'Ivoire, de frégates pour la marine. De leur côté, les Américains qui travaillent avec les Ivoiriens via Africom tentent de progresser dans les négociations entamées par l'implantation d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Mais les autorités ivoiriennes continuent de plaider pour une cohabitation des deux armées. Et qui
a pondu l'article et fait ses révélations d'après vous, Jeune Afrique? Les ennemis de l'Afrique sont vraiment partout, absolument partout. Et le pire, c'est que ces ennemis de l'Afrique se font passer pour des Africains. Ces ennemis de l'Afrique se font passer pour des amis, des alliés, des partenaires de l'Afrique. Point important à noter, la Turquie, bien que faisant partie de l'OTAN, maintient une politique indépendante qui diverge souvent des positions occidentales globales. En Afrique, actuellement, Ankara capitalise, donc se fait beaucoup d'argent sur le rejet croissant de l'influence occidentale, adoptant donc une approche beaucoup plus pragmatique, approche qui se distingue également dans le contexte d'affrontement entre l'OTAN et la Russie. En refusant de s'aligner sur l'escalade promue par les puissances occidentales, la Turquie privilégie plutôt une posture d'équilibre. En plus, Ankara ne semble absolument pas disposée à compromettre ses intérêts stratégiques avec les pays de l'AES, parce qu'elle est consciente que derrière les dirigeants d'Abidjan, derrière les dirigeants de la Côte d'Ivoire, se tiennent en réalité les dirigeants de Washington et les dirigeants de Paris, représentés par Biden et Macron. Si les États-Unis observent avec une certaine réserve l'expansion de la Turquie en Afrique, la France, elle, ne le fait absolument pas et multiplie les accusations qui reprochent à la Turquie de contribuer à des campagnes hostiles, entre guillemets, nuisant donc les intérêts des Occidentaux en Afrique. Voilà. La France passe son temps à déblatérer là-dessus. En résumé donc, sur le continent africain, les tentatives occidentales de renverser la dynamique actuelle semblent vaines, même comme ça se multiplie. Et on remarque bien que la force se situe désormais du côté des défenseurs d'un panafricanisme authentique et d'un nouvel ordre mondial multipolaire. C'est important de le rappeler. Pour les dirigeants qui ont maintenant fait un mauvais choix stratégique, c'est-à-dire celui de suivre l'Occident, ce serait peut-être bien pour eux d'envisager maintenant l'exil auprès des capitales occidentales qu'ils ont longtemps servi et qu'ils continuent même de servir jusqu'à présent. C'est mieux pour eux. L'Afrique a besoin de se libérer. Le monde a besoin que l'Afrique se libère. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire, vos réflexions et on se retrouve dans une prochaine vidéo.